Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une histoire captivante à vous raconter. Installez-vous bien. C'est parti. La salle à manger brillait sous les reflets dorés et argentés des décorations. Un rire strident fendit les conversations. J'ai vu une épaisse enveloppe pousser vers ma sœur Blair, et sa main tremblait en la prenant. Des exclamations de surprise, puis des applaudissements. J'ai entendu les mots maison de campagne et 415 000 euros. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Mon verre était resté intact. Puis une deuxième enveloppe, blanche et fine, s'est posée devant moi. Un silence total s'est abattu sur la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Ouvre-la » a soufflé quelqu'un doucement. Je l'ai fait. Le papier a crissé légèrement. La première ligne que j'ai lue a aussitôt fait disparaître le sourire assuré de ma sœur. J'ai compris les règles de la maison à 9 ans. Les compliments ne circulaient que dans une seule direction, vers Blair. Inlassable et généreux, il laissait peu de place aux autres. Elle rapportait toujours des bulletins parfaits, des prix, des trophées. Moi, je revenais avec des croquis dessinés sur des feuilles d'école. Ma mère me lançait un petit sourire, puis reposait mes dessins pour retourner encadrer les exploits de ma sœur. Mon père m'appelait fiable, un mot qu'on utilise quand on n'a rien d'exceptionnel à dire. Pendant les repas, c'étaient ces anecdotes qui rythmaient la soirée. Si je commençais une histoire, elle ne dépassait rarement l'intro. Je me suis habituée à couper mon assiette en silence, attendant une pause qui ne venait jamais. Quand elle est entrée à l'université, on a eu droit à une semaine de fête. Quand j'ai réussi mon diplôme d'état d'infirmière, ma mère a juste lâché. C'est mignon, ma chérie. Sans lever les yeux de son téléphone. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était juste notre mode de fonctionnement. Chacun avait un rôle. Le mien, c'était celui de l'observatrice silencieuse. Les fêtes suivaient toujours le même schéma. Elle entrait, et tout le monde se levait. La pièce entière tournait autour de son énergie. Un jour, elle a même dit « T'es tellement discrète qu'on dirait que t'es pas là. » J'ai ri. C'était la réaction attendue. Sur les photos, j'étais toujours légèrement en retrait, presque invisible. Avec le temps, l'écart entre nous s'est creusé. Quand elle a annoncé ses fiançailles, je l'ai aidée à choisir la robe, les fleurs, la musique. Quand mon compagnon et moi avons annoncé les nôtres, elle est partie pleurer dans les toilettes. Ma mère l'a suivie et a fermé la porte derrière elle. Je me souviens avoir regardé ma sauce figée dans l'assiette. J'entendais leurs pleurs étouffés, des murmures apaisants qui ne m'étaient pas destinés. Plus tard, ma mère m'a tapoté le dos. On devrait faire un petit mariage, ma puce. Pour éviter les tensions. Tension. Ce mot pesait lourd. Il voulait dire silence. Il voulait dire, ne provoque pas sa réaction. Après ça, j'ai cessé d'essayer de faire entendre ma voix dans des espaces déjà occupés. J'ai travaillé dur, mis de l'argent de côté, construit une vie stable. Respirer comptait. Plier le linge comptait. Le silence comptait. Quand on me demandait des nouvelles de ma famille, je disais simplement « On est proches ». C'était plus simple que d'expliquer une distance émotionnelle qui se mesurait en regards, pas en kilomètres. La dernière fois que j'y suis allée avant ce fameux Noël, j'avais apporté des biscuits faits à l'hôpital. Blair a dit qu'elle ne mangeait pas de sucre, elle faisait une détox. Ma mère les a pris quand même et les a posés à côté d'un gâteau aux fruits que ma sœur adorait, mais n'avait pas touché. La table ressemblait à une vitrine de choses qu'elle pourrait peut-être vouloir, un jour. Ce soir-là, dans mon petit appartement au-dessus d'un restaurant asiatique, j'écoutais le bruit des casseroles et l'huile crépiter. Je comptais mes inspirations jusqu'à ce que le plafond cesse de vibrer. L'air sentait le sésame et le désinfectant. C'est là que j'ai compris. Mon calme, ce n'était pas de la patience. C'était de l'entraînement. Chaque pensée étouffée, chaque phrase inachevée était une répétition pour quelque chose de plus grand. Je ne savais juste pas encore quoi. L'hiver suivant, la routine familiale était bien installée. Chaque retour commençait pareil. Le rire de Blair résonnait dans le couloir avant même qu'elle entre. Le parfum préféré de maman l'imprégnait déjà. Papa se dépêchait d'ouvrir le vin. Mon arrivée à moi était plus discrète. Mon manteau pendait près de la porte et mon bonjour se perdait dans le bruit ambiant. Blair parlait sans s'arrêter de son travail en politique, de ses clients, de ses nouveaux bureaux. Papa l'appelait notre championne. Quand j'ai mentionné un patient sorti du coma, maman m'a adressé un sourire poli avant de saisir la salière. J'avais appris à mesurer l'affection par la durée d'un regard. 3 secondes, un miracle. 5 secondes, on se souvenait que j'étais là. Quand Blair et son compagnon Drew ont annoncé qu'ils essayaient d'avoir un enfant, la maison est devenue un sanctuaire d'espoir.
Des échographies en guise de magnets sur le frigo, des tableaux de fertilité, des bougies pour rééquilibrer l'univers. Chaque discussion tournait autour de la foi, de la patience et de l'attente. Je choisissais mes mots avec une extrême prudence, de peur qu'un signe de bonheur soit vu comme une provocation. Mais les mois sont devenus des années. Et l'attente s'est transformée en amertume. Ma sœur a commencé à éviter les réunions de famille, disant qu'elle ne supportait plus de voir des familles normales. Maman la défendait aussitôt. Elle est juste très sensible. Je hochais simplement la tête, sachant que chez nous, sensible voulait dire susceptible de semer le chaos. Quand Luc, mon compagnon, et moi nous sommes fiancés, ma sœur s'est remise à pleurer. Pas quelques larmes discrètes, non. Des sanglots violents, tout son corps secoué. Elle a quitté la table en plein repas. Maman et papa l'ont suivi immédiatement, nous laissant seuls, Luc et moi, devant nos assiettes refroidies, accompagnés du bourdonnement du frigo. Ce n'est pas grave, ai-je murmuré, même si ça l'était. Nous avons organisé un mariage minuscule, exactement comme il le voulait. Blair était mon témoin d'honneur, un rôle qu'elle détestait visiblement. Elle est arrivée avec 1 heure de retard à l'enterrement de vie de jeune fille, a pris un verre, puis est repartie. Son discours pendant la réception a commencé par « Franchement, cette année a été vraiment difficile pour moi. » Les gens ont applaudi quand même. J'ai souri pour les photos, les yeux secs, serrant si fort mon bouquet que les tiges en étaient abîmées. Après le mariage, le déséquilibre n'a fait qu'empirer. Blair s'est mise à lancer des remarques acides. « Toi Maya, t'as toujours eu la vie facile. Tu peux pas comprendre. » Facile. Ce mot s'est accroché à moi comme de l'électricité statique. J'avais tellement envie de lui parler de mes doubles gardes épuisantes, des repas sautés, des pleurs silencieux après certaines nuits à l'hôpital. Mais à quoi bon? Toute vérité qui ne tournait pas autour d'elle n'était perçue que comme un bruit de fond. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte 7 mois plus tard, je l'ai gardée pour moi quelque temps. Je savais exactement quel genre de drame allait suivre. Et quand j'ai enfin partagé la nouvelle, tout s'est passé comme je l'avais redouté. Le visage de ma sœur est devenu livide, puis aussitôt rouge vif. Elle a hurlé que j'étais cruelle et que j'avais fait exprès de lui faire mal. Maman est restée figée. Papa fixait son assiette. Je tenais l'échographie dans la main, réalisant que ma propre famille pouvait me regarder être humiliée, tout en appelant à préserver la paix. 1 semaine plus tard, j'ai fait une fausse couche. Après, la maison est restée silencieuse. Aucune fleur. Aucun appel de ma sœur. Quand maman a fini par me joindre, elle a répété les mots de Blair comme s'il s'agissait d'une grande sagesse. Peut-être que l'univers voulait apprendre à ne pas tout prendre pour acquis. Je n'ai plus répondu à ces messages après ça. Ce n'était pas de la colère. C'était de la lucidité. Le message était clair, ma tristesse n'avait d'importance que si elle servait à soulager celle des autres. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est tu. Ce n'était pas du pardon. C'était le calme, celui qui précède la tempête. Au printemps suivant, on ne communiquait plus que via les discussions de groupe. Mes parents envoyaient des messages exagérément enjoués à propos des dîners du dimanche, avec des photos de tables parfaitement dressées, comme si une jolie image pouvait recoller les morceaux. Je répondais avec des excuses faciles. Garde de nuit. Tournée du matin. Dossier à terminer. Certaines raisons étaient vraies. La plupart étaient simplement nécessaires à ma survie mentale. Quand Luc et moi venions malgré tout, l'ambiance était tendue, comme sous contrôle. Maman préparait les repas en évitant tout sujet sensible. Pas un mot sur les bébés, pas d'histoire de travail, aucune blague risquant de vexer ma sœur. Luc me pressait la main sous la table, notre signal silencieux pour rester complètement neutre. On a traversé les anniversaires, les fêtes, les réunions. Chaque fois, un peu plus calme que la précédente. Puis Pâques est arrivé. Ma tante a mentionné que sa fille venait de se fiancer. Et j'ai vu le début du spectacle. Le micro-changement sur le visage de Blair, le sourire forcé, le silence qui s'est répandu sur la table comme un liquide renversé. 10 minutes plus tard, elle pleurait dans la salle de bain. Encore le même vieux scénario. La pièce s'est réorganisée aussitôt autour de son absence. Ma tante était gênée. L'annonce des fiançailles de sa fille a été aussitôt oubliée, effacée. J'ai croisé le regard de Luc. Il n'a rien dit jusqu'à ce qu'on soit dans la voiture. C'est fou, a-t-il lâché. Une seule personne décide quand les autres ont le droit d'être heureux. Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatiguée. À un moment donné, l'épuisement avait remplacé toute colère. Je voulais juste de l'espace, assez pour entendre mes propres pensées. Alors, on a commencé à s'effacer. On a sauté un dîner, puis un autre. Maman a remarqué.
On dirait que tu nous punis, s'est-elle plainte au téléphone. J'avais envie de lui dire que je ne punissais personne. J'étais simplement fatiguée de jouer mon rôle dans une pièce dont le scénario ne changeait jamais. En décembre, notre absence répétée était devenue un événement en soi. Maman a appelé 3 jours avant le réveillon, la voix tremblante d'un espoir un peu trop travaillé. S'il te plaît, viens cette année. Ce serait tellement important pour ta sœur. Ma première pensée a été un non catégorique. Puis Luc a doucement suggéré. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir les conflits. Je ne savais pas s'il voulait dire se battre ou obtenir une forme de clôture. Peut-être les deux. Alors on a accepté. La maison était magnifique à notre arrivée. Guirlandes et bougies partout. Ça sentait le rôti et la cannelle. Blair nous a accueillis avec un sourire un peu trop maîtrisé. La première heure, tout semblait parfaitement scénarisé. Elle m'a posé des questions sur mon travail. Je lui ai parlé de son nouveau projet. Maman remplissait sans cesse les verres. Papa riait plus fort que d'habitude. Le dîner est passé vite. Puis papa s'est levé et a raclé sa gorge. On a aussi quelque chose d'incroyable pour vous cette année, a dit papa. Maman est allée dans la cuisine et en est revenue avec une grande enveloppe. Elle l'a tendue à ma sœur. Tout le monde la regardait l'ouvrir. Il y a eu des exclamations, des applaudissements. J'ai entendu le mot maison au bord du lac. Ma sœur s'est mise à pleurer, des larmes magnifiques dans la lumière. C'est le chalet, a-t-elle chuchoté. Ils nous ont vraiment offert le chalet. Sous la table, Luc a trouvé ma main. J'ai réussi à sourire, sachant que c'était simplement le même scénario habituel. Puis papa a dit « On a aussi quelque chose pour toi, Maya. » Maman a glissé sous le sapin et a pris une petite enveloppe blanche, fine, toute simple. Elle l'a déposée devant moi avec un sourire tendu, plein d'attente. « Allez, ouvre, a-t-elle dit. » La pièce est aussitôt tombée dans un silence total. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre pliée, écrite de la main de maman. Lila à voix haute, a dit papa. On doit tous l'entendre. J'ai levé les yeux. Le sourire de ma sœur était toujours là, confiant. J'ai pris une inspiration, lissé la feuille, et commencé. Chère Maya et Luc, ai-je lu. Ma voix s'est vite stabilisée. On vous a vu travailler dur pour tout ce que vous avez. On est fiers des adultes que vous êtes devenus. Le silence était absolu. Le sourire de ma sœur a vacillé légèrement. Maya, ta persévérance, ta force dans les moments difficiles, et la grâce dont tu as fait preuve même quand on ne t'a pas offert la même, nous ont appris ce qu'est le vrai caractère. Les yeux de maman étaient humides, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une prise de conscience, arrivée trop tard. Luc, tu l'as soutenu avec calme et fidélité, pendant des années d'injustice que nous avons laissé faire. L'atmosphère pesait davantage à chaque mot. La main de ma sœur s'était arrêtée à mi-chemin de son verre. J'ai continué. On sait que vous économisez pour acheter votre première maison. On veut vous donner ce qu'on aurait dû vous offrir depuis longtemps. Ma gorge s'est serrée. Je sentais le regard de ma sœur sur moi. Nous vous offrons 60 000 € pour l'achat de votre maison, ai-je annoncé. Et nous remboursons vos prêts étudiants restants. L'équilibre de la pièce a éclaté. Le visage de ma sœur a perdu toutes ses couleurs. Drew a baissé les yeux vers son assiette. À côté de moi, Luc a soufflé, un mélange de soulagement et d'étonnement. Ce n'est pas un prêt, ai-je poursuivi. Ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance. Pour toutes les fois où vous avez été traité injustement, mais que vous êtes resté silencieux pour la paix. La fourchette de ma sœur a chuté bruyamment dans son assiette. J'ai continué à lire. On est fatigué de faire semblant que cette situation est normale. On aime nos 2 filles, mais on ne peut plus blesser l'une pour apaiser l'autre. Quand j'ai enfin levé les yeux, ma sœur me fixait. Son visage exprimait la colère, la honte, l'incrédulité. T'avais tout prévu, a-t-elle accusé, la voix tremblante. Non, ai-je dit en repliant la lettre. C'est eux qui l'ont fait. C'est humiliant, a-t-elle lâché en se levant. Vous m'avez fait passer pour la méchante devant tout le monde. La voix de papa est restée calme, détachée. Personne ne t'a forcé à quoi que ce soit. On a juste écrit la vérité. Ma sœur s'est tournée vers moi. Tu dois être fière de ta petite vengeance. J'ai posé la lettre sur la table. Si ça te semble être une vengeance, c'est peut-être plus révélateur sur toi que sur moi. Luc s'est levé, la voix ferme. Pendant des années, tu as agi comme si son existence était une menace. C'est fini maintenant. La lèvre de ma sœur a tremblé. Tu ne comprends rien, a-t-elle dit. Je comprends tout, a-t-il corrigé. Et maintenant, tout le monde aussi. Drew a pris la parole, doucement mais avec fermeté.
Blair, ça suffit. Les épaules de ma sœur se sont affaissées. Elle semblait soudain toute petite, comme si elle n'avait plus rien à dire. Puis la voix de maman a brisé le silence. On t'aime, ma chérie. Mais cette famille ne peut plus tourner autour des émotions d'une seule personne. Ma sœur s'est couvert les yeux. Je sais pas comment faire, a-t-elle chuchoté. Papa s'est penché légèrement. Commence par écouter. Le seul bruit qui restait était celui du feu qui crépitait. J'ai replié la lettre avec soin et je l'ai posée sur la table entre nous. Ce n'est pas une punition, ai-je dit doucement. C'est une recherche d'équilibre. Un instant, plus personne n'a bougé. Puis ma sœur s'est laissée retomber sur sa chaise. Les yeux mouillés, mais elle ne se débattait plus. Le feu a éclaté d'un petit claquement sec. Dehors, la neige a commencé à tomber, douce et silencieuse. Personne n'a reparlé. Mais pour la première fois depuis des années, le silence m'appartenait. Les jours après Noël ont passé lentement. La lettre est restée sur ma table de nuit. Je ne l'ai jamais relue, mais elle prouvait que mon silence avait enfin été entendu. Ma sœur a appelé une semaine plus tard. Sa voix était fragile, méconnaissable. Elle m'a dit qu'elle commençait une thérapie, que Drew l'aidait à trouver quelqu'un. Il n'y a pas eu de grande excuse. Juste du silence. Je lui ai dit que j'espérais que ça l'aiderait. Et je le pensais. Au printemps, Luc et moi avons acheté une petite maison, à la sortie de la ville. Un petit porche étroit, 2 pièces qui sentaient la peinture et la promesse. Le jour où nous avons eu les clés, je suis restée debout dans le salon vide. J'entendais seulement mes propres pas. Pour une fois, l'espace n'était pas envahi par la voix d'un autre. Maman et papa sont venus quelques semaines plus tard. Ils ont apporté une fougère en pot et sont repartis avant la nuit. Pas de discours. Juste une chaleur discrète, mais suffisante. Ce soir-là, j'ai rangé la lettre dans un tiroir. J'ai imaginé le chalet, au loin. L'eau calme, immobile, reflétant son propre visage. Peut-être qu'un jour, on s'y retrouvera. Dans une version plus apaisée de la famille. Mais pour l'instant, le monde était assez silencieux. J'entendais le souffle du frigo, le rythme de ma respiration et les petits bruits d'une vie qui m'appartenait enfin. Certains pensent que gagner, c'est être celui qui crie le plus fort. Ce n'est pas vrai. Parfois, c'est juste le bruit d'une feuille qu'on plie, d'un souffle profond ou d'une porte qui se referme doucement. Ce soir-là, je n'ai pas crié. Je n'ai pas combattu. J'ai juste lu les faits et laissé le silence faire le reste. La paix ne s'obtient pas avec des applaudissements. Elle s'installe comme la neige. Recouvrant les disputes, adoucissant le sol pour que tu puisses avancer. Si un jour on t'a demandé de te taire au nom de la paix, souviens-toi de ceci. Le silence peut bâtir des murs, mais il forge aussi la force intérieure. Merci d'avoir écouté.